Les Pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les Pourquoi de François. Aujourd'hui au podcast, je reçois quelqu'un qui connaît les États-Unis mieux que bien des Américains eux-mêmes. Et non, ce n'est pas un analyste de CNN ou de Fox, c'est mon frère. Bernard Lemelin, professeur d'histoire américaine à l'Université Laval, passionné d'histoire des États-Unis et des États-Unis en tant que tel. C'est le genre de personne qui ne voit pas juste un pays, il voit une chronologie. Là où nous voyons une élection, lui voit un écho de 1860. Là où on voit un débat politique, lui entend les fantômes de Abraham Lincoln, de Franklin D. Roosevelt ou encore de Ronald Reagan murmurer en arrière-plan. Là où on parle de polarisation en 2026, lui répond « Attends un peu, je vais te ramener en 1860 ». Et là où certains voient un pays en chaos, lui voit des cycles, des tensions et une continuité fascinante. Rien, absolument rien n'arrive par hasard dans l'histoire américaine. Dans cet épisode, on ne va pas juste parler des États-Unis d'aujourd'hui, on va comprendre comment 250 ans d'histoire ont façonné ce pays, capable d'être à la fois un modèle de démocratie, comme ils aiment le mentionner, et un laboratoire permanent de contradictions. Bienvenue dans un épisode où le passé éclaire le présent et où je vais essayer de placer quelques questions avant que le prof prenne complètement le contrôle du micro. Bernard, bienvenue à mon podcast. Tout un mot d'intro. Je dois t'avouer que je suis un petit peu nerveux aujourd'hui. Ah oui? Est-ce que tu penses savoir pourquoi je suis nerveux un petit peu? Bien, peut-être. Tu connais un peu ma personnalité, puis tu sais qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Alors, ouais. voilà. Oui, c'est légitime. Fait qu'aujourd'hui, ouais. on va jaser comme on est capable de jaser normalement, ouais. avec quelques surnoms en moins, parce qu'on est des donneurs de surnoms, particulièrement mon frère Bernard. Fait qu'on va se garder une petite gêne, mais on va avoir du plaisir, puis on va jaser d'un sujet, je pense, qui te passionne énormément. Absolument. Dans le côté bonne franquette, là, je trouve ça tout à fait approprié. Et puis voilà, moi, je me suis mis au naturel avec ma casquette de mon équipe préférée d'hockey. tu voulais m'accoter avec côté casquette. Ouais. Écoute, Bernard, la première question, pourquoi avoir accepté mon invitation? Bien, pour plusieurs raisons. C'est sûr qu'il y a la question de la solidarité fraternelle. Entre frères, on aime bien s'encourager pour nos initiatives. Mais je pense que ton initiative de podcast en soi, elle est très intéressante. J'ai eu l'occasion de visionner un certain nombre d'épisodes. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a une dimension, là, tu fais ressortir là, des aspects de vie chez des gens, là, en fait, qui appartiennent à ton réseau là, qui est très, très étendu. Alors, je trouve que oui, on s'encourage mutuellement, mais il y a aussi en soi, c'est une très belle initiative. Et puis, et ça dénote aussi, là, comme je viens de le mentionner, là, toute l'étendue de ton réseau social très varié. Et tu sais que notre défunt père, moi, m'avait confié quelques années avant son décès, en fait, qu'il te voyait très bien en politique. Et puis, étant donné justement les liens que tu entretiens, tu cultives, la diversité, là. Et bon, c'est peut-être pas de la politique que tu fais, mais en tout cas, dans le monde des médias, on voit aussi que tu nages comme un poisson dans l'eau, que tu es visiblement dans l'un de tes éléments. Et puis, mais voilà, c'était tout à fait normal là, que j'accepte là, une invitation comme celle-là. Bien, c'est très apprécié, je suis très content, très honoré. Ça va être du plaisir parce que c'est un sujet qui est absolument... En 2026, je pense que c'est un sujet, les États-Unis, hein, on le sait, qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est toujours très difficile de ne pas faire de référent aux États-Unis. Moi, je veux qu'on attaque un angle un peu plus, non pas commenter la politique d'aujourd'hui, l'actualité, mais parler plus un peu de comprendre. Parce que moi, Bernard, il y a une phrase que j'ai toujours su, que j'ai toujours entendue.
on comprend, on doit connaître le passé pour nous permettre de comprendre le présent. Mm-hmm. Oui, en fait, il y a beaucoup de vrai dans cela. C'est certain que il y a souvent des cycles qu'on peut observer et quiconque connaît le passé peut, même si l'histoire ne se répète peut-être pas toujours de manière là, intégrale, il y a des leçons parfois qu'on peut tirer. Là, et puis, je pense que l'histoire, pour ça, est une discipline là, qui est fascinante et qui est très importante aussi. Bien, on va commencer, on va y aller. T'aimes ça la chronologie? T'aimes ça l'histoire? Oui, on va commencer chronologiquement. Uh-huh. Bernard, pourquoi ta passion pour les États-Unis? Moi, j'ai grandi, t'es aîné, t'es plus vieux que moi. J'ai toujours grandi avec un grand frère qui était passionné, particulièrement de Boston. Là. On peut le croire, on peut le voir, mais c'est d'où ça part, cette question-là, cet amour-là pour les États-Unis tels qu'ils sont? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Je me rappelle que, en fait, assez jeune, j'ai commencé à associer les États-Unis à toutes sortes de bonnes choses. Et ça s'est manifesté dans le cadre de la vie familiale. Tu n'étais peut-être pas né, toi, mais avant 1973, je me rappelle d'avoir effectué des voyages en famille avec père et maman. Il faut savoir que notre mère avait une sœur qui vivait aux États-Unis dans l'État du Maine, dans la localité de Sanford. Et je me rappelle d'un premier voyage aux États-Unis. Alors, il y avait tout le côté, là, d'abord, traverser la frontière. Et là, arriver dans une famille, la sœur de ma mère, la tante qui s'appelait Candide, qui était avec son conjoint et ses nombreux enfants, qui était une tante très accueillante. Et j'ai associé donc les États-Unis avec l'hospitalité. On était toujours bien accueillis là-bas, les gens chaleureux. Les gens qui avaient aussi préservé dans ce coin-là, il y a l'héritage francophone qui était préservé. Puis, en fait, l'histoire de notre oncle Raymond et Candide, son épouse, en fait, traduit tout cela. Mais voilà, donc, c'était dans un climat de vacances, on était bien accueillis. Et bien sûr, ça s'est accompagné de visites assez intéressantes. La plage. Un enfant de 7-8 ans qui voit la plage pour la première fois parce que Old Archer n'était pas très loin. Alors pour moi, c'était d'abord de l'émerveillement qui relève de considérations peut-être plus familiales. Et bon, en vieillissant, je te dirais que là, je me suis intéressé à la lecture. Je me rappelle d'un séjour, je pense que c'était chez notre oncle Adrien à Rimouski. Adrien, à l'occasion d'une visite durant l'été, puisque nos parents, tu le sais, aimaient bien visiter leurs frères et sœurs là, en période estivale. Et si je me souviens bien, notre oncle Adrien avait laissé, sur une table de salon, un ouvrage en 2 ou 3 volumes sur la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des illustrations, mais je pense que c'est un ouvrage de sélection du Reader's Digest, si je me souviens bien. Et j'avais commencé à regarder ça, puis là, assez rapidement, puis ça s'est accompagné également de films à la télévision, je me suis intéressé beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale. Et quiconque s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale observe que la contribution des États-Unis a été marquante, a été déterminante. Hein. Avant même que les États-Unis entrent en guerre en 1941, n'eût été de l'aide apportée par les États-Unis à la Grande-Bretagne ou à l'Union soviétique, là, à partir de la loi du pré-bail de 1941, bien, écoute, le cours de l'histoire aurait pu changer. Alors, il y a cette contribution là, vraiment hors de l'ordinaire et puis, une certaine admiration pour la puissance, je dirais. Tu sais qu'au baseball, j'aimais les lanceurs de balles rapides. Les joueurs de hockey qui avaient un des lancers frappés là, à la Dino Chara ou à la Al McInnes. Alors, la puissance me fascinait. Et la puissance américaine dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout ça, je dirais, sont des éléments qui ont contribué à faire en sorte, et c'est sans parler du sport, parce que j'ai un attrait pour le baseball, comme tu sais, qui est prononcé. Le baseball, le passe-temps national aux États-Unis. Alors, toutes ces considérations familiales de sport, d'histoire, ont fait que, assez vite, là, j'étais un regard assez admiratif face à cette nation et
en fait, toute la singularité de leur histoire, leur processus d'accession à l'indépendance. Mais ça, on pourra en parler plus loin. Mais voilà. En gros, là, je te dirais, là, bon, évidemment, en vieillissant puis en observant les travers de la société, nombreux, hein, la société raciste pendant très longtemps, puis on a encore des manifestations. C'est certain qu'on devient un petit peu plus critique, mais je dirais, à la base, là, ce sont des éléments qui sont entrés en ligne de compte. Donc, à partir de ta jeunesse, très rapidement, tu as identifié ça comme étant un champ d'intérêt, d'aller faire tes cours à l'université, faire ta maîtrise, faire ton doctorat. Tout ça se précisait toujours et toujours et toujours. Oui. T'as-tu déjà eu autre idée de carrière? Parce que là... Bien, je dirais que la science politique m'intéressait. La géographie m'intéressait, géographie humaine, plus que la géographie physique. Et le journalisme. Et d'ailleurs, lorsque j'ai dû faire un choix pour l'université, là, on est à l'automne 1982, en fait, j'ai fait à l'époque ce qu'on pouvait... en fait, je me suis inscrit à une majeure en histoire, c'est-à-dire un programme de 60 crédits en histoire, accompagné d'une mineure en journalisme, donc un programme de 30 crédits, pour me permettre de départager là, ce vers quoi peut-être j'allais me diriger pour des études à la maîtrise. Et voilà. Alors, j'ai touché aux deux domaines, l'histoire et le journalisme, et je me suis rendu compte que mes résultats étaient bien supérieurs en histoire qu'en journalisme. Faut dire que j'avais quand même une assez bonne mémoire, puis j'étais un passionné. Et en journalisme, ce que je trouvais parfois un petit peu plus difficile, c'est qu'on nous encourageait fortement à avoir un style très synthétique, des phrases courtes, des phrases simples, alors que moi, j'aimais mettre un peu de fioriture, puis enrober, puis avoir des phrases un petit peu plus longues, utiliser la voix passive. En journalisme, tu peux pas faire ça. Alors, mes résultats étaient acceptables en journalisme, mais bien supérieurs en histoire. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert qu'on pouvait avoir décroché des bourses pour pouvoir poursuivre au cycle supérieur, donc être payé pour étudier. Alors, j'ai réussi à financer mes études de maîtrise en histoire, dans le domaine de l'histoire américaine. Alors, les bourses là, ont également, disons, joué dans ma décision là, de pouvoir poursuivre après coup. Mais je n'avais pas un plan prédéterminé là, dès 1982 de faire baccalauréat, maîtrise en histoire, doctorat. Ce sont une série de, je dirais, certain nombre d'éléments qui ont fait là, que la réflexion a évolué. Et puis, je dirais que non, c'est ça. Avant d'opter pour une maîtrise en histoire américaine, j'avais l'Europe contemporaine m'intéressait aussi beaucoup. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de renom qui s'appelle Yves Roby, un professeur qui a été très accueillant, très à l'écoute et puis bienveillant. Et puis à qui je dois beaucoup, là. Alors, lui m'a supervisé pour mes études de maîtrise. Et c'est lui, quand il a vu que j'avais un intérêt pour poursuivre peut-être au 3e cycle, m'a recommandé d'aller à l'Université McGill. Il me rappelait l'importance de ne pas faire les 3 cycles au même endroit pour quelqu'un qui, comme moi, peut-être envisageait l'enseignement universitaire. Alors, il m'avait recommandé l'Université McGill. Puis là, il y avait un spécialiste tout à fait, en fait, dans un champ qui m'intéressait, l'histoire politique américaine du 20e siècle, notamment la période de la guerre froide. Et puis, c'est suivant ses conseils que j'ai entrepris des études de doctorat à l'Université McGill. Là, on est à l'automne 1987. C'est quand même pas très précis, là. Automne 87, là, ça prendrait un peu plus de précision pour un historien. Là, les dates sont très importantes. Oui, très importantes. Mais quand on refait un petit peu ton parcours là, éducatif. À l'université McGill, quand tu fais ton doctorat, tu te spécialises dans un créneau particulier, une période de temps. Quelle était cette période-là? Puis, est-ce que ça t'a permis quand même d'avoir une compréhension complète de l'histoire depuis les tout débuts, là?
Ben oui, très bonne question. Je dirais que moi, ce que j'avais déterminé au terme de ma maîtrise, c'est que mes études doctorales devaient toucher l'histoire politique, que ce soit la politique intérieure ou extérieure. Ça, c'était clair. Et j'avais déjà ciblé ma période. La période, moi, qui me fascinait, c'était, il y en a plusieurs, mais c'était la période Truman, les années de la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout du début de la guerre froide. Une période marquée par des développements sur la scène internationale importants. La doctrine Truman de 1947, le plan Marshall de 1948, qui est mis en branle en 1948, la naissance de l'OTAN dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Les États-Unis ont adhéré à l'OTAN à l'époque Truman en 1949, la guerre de Corée. Donc, c'est une période qui, sur le plan de la politique extérieure, est très riche. Également sur le plan intérieur, ne serait-ce qu'on parle de mécartisme, de chasse aux sorcières à cette époque-là. Mais je dirais que j'avais identifié la période Truman comme devant faire partie de... je devais faire baser le cadre temporel de ma thèse sur cette période-là. Ça, c'était déterminé. Et là, il s'agissait de trouver le professeur qui allait pouvoir m'encadrer parce qu'on n'est pas spécialiste de tous et de tout domaine à l'université. Alors, j'ai réussi à faire mes études avec le professeur Stephen Randall, qui est un spécialiste d'histoire politique au 20e siècle. Un spécialiste des relations États-Unis-Amérique latine, s'intéresse beaucoup à la question du pétrole aussi, mais c'était quelqu'un qui était prêt à m'accompagner dans cette aventure-là. Donc, de faire un doctorat en histoire politique axé sur les années Truman. Alors, voilà, j'ai fait toute ma recherche concernant un sujet d'histoire politique de ces années-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même d'amorcer la recherche pour la thèse qui est un travail de 300-400 pages, là, où là, tu essaies d'inclure une dimension originale puis défendre un point de vue. Avant de faire ça, il faut savoir qu'à McGill, la toute première année à McGill est consacrée à la scolarité. C'est-à-dire que tu ne touches pas vraiment à ton sujet de thèse. La première année, là, on veut ratisser un peu plus large. On veut que le candidat au doctorat soit ouvert à d'autres réalités. Mm-hmm. Que ce qui va devenir sa thèse de doctorat. Alors, ce qui fait que durant ma scolarité au doctorat, j'ai eu, entre autres, à prendre des cours dans le domaine de l'Europe contemporaine, l'histoire plus politique, diplomatique, et également l'époque coloniale aux États-Unis. Alors, toute la période 1607-1783, les débuts de la formation d'une nation qui deviendra les États-Unis, ça, j'ai eu à m'initier là-dessus. Alors, on veut ainsi préparer le futur docteur à l'enseignement universitaire parce que, évidemment, un professeur d'université est appelé à sortir de son champ de spécialisation. Là. On est appelé à donner des cours très larges, des cours de synthèse. Je donne présentement, en fait, je le donne à chaque année. C'est le cours qui porte sur l'histoire des États-Unis, l'histoire générale des États-Unis, le 1607-1920. Alors, on touche aux aspects les plus variés, l'histoire politique, économique, culturelle, sociale. On fait ça à peu près en une session. Alors, c'est quand même tout un défi, mais je reviens donc à ta question. Oui, à McGill, il y a la thèse, mais d'abord et avant tout, la première année, il y a la scolarité, au terme de laquelle il y a un examen et ça passe ou ça casse. J'ai connu des personnes à McGill dont je n'ai plus entendu parler d'eux après la première année parce que visiblement, ils avaient échoué leur examen. C'était un gros examen. Et puis, ça fait un peu la synthèse de toutes nos lectures. Puis des lectures, crois-moi, il y en avait. C'était peut-être... on doit se taper là, un 200 livres là, pour les 3 cours pendant une année, puis il y a l'examen qui arrive au terme de cela. Une fois que c'est fait, c'est réussi, là, tu te concentres sur ta thèse. Là, c'est moins stressant. Tu peux aller plus à ton rythme. Alors, moi, j'ai eu à faire quelques voyages dans l'État de New York parce que ma thèse était axée sur des politiciens new-yorkais à l'époque Truman. Mais voilà, ensuite, c'est l'écriture, un travail de longue haleine, mais tu es quand même ponctué d'expériences d'enseignement aussi, de correction à McGill. Puis j'ai eu des premières charges de cours à l'Université Laval. Là, on est à l'automne 91. Mes premières charges de cours. J'ai terminé mon doctorat en fin 92, là. Oui, en fait, début de l'année 92. Là. Alors, voilà, en gros, pour le parcours le plus académique. C'est le fun de voir le niveau de précision que tu es capable d'amener dans une discussion. Ça m'impressionne à chaque fois. Donc, tu as choisi la période Truman comme étant une période clé pour toi. Est-ce que c'est, selon toi, la période la plus...
Est-ce que c'est une des périodes les plus importantes dans l'histoire des États-Unis? Ah oui, c'est une période extrêmement importante dont on mesure plus, je dirais, la signification depuis quelques décennies, là. Et d'ailleurs, Truman en soi, le président Truman, le 33e président des États-Unis, bien, il faut savoir que il y a depuis longtemps en histoire des États-Unis, en fait, ça a commencé dans les années 1930, si mon souvenir est bon, les historiens ont fait de manière régulière des classements des plus grands présidents des États-Unis. Et jusque dans les années 60, 70, là, on ne mentionnait jamais le nom de Truman parmi les 10 premiers. Or, depuis quelques décennies, le président Truman revient presque toujours parmi les 10 plus grands et parfois parmi les 7-8 plus grands présidents d'histoire américaine. Une des raisons de cet état de fait, c'est que, voilà, il y a des décisions qui sont prises, là, qui ont des conséquences, là. D'abord, le président Truman est celui qui va devoir prendre une décision concernant la cessation de la guerre sur le front du Pacifique. Est-ce qu'on prolonge la guerre, on sacrifie des soldats américains parce qu'on sait qu'en 1944-45, le Japon est loin de vouloir capituler. On sait que la victoire des États-Unis ne fait aucun doute dès 1944, dès la libération des Philippines, mais on sait que les Japonais, qui ont déjà, dès la fin 1944, eu recours aux avions kamikazes, c'est-à-dire ces avions qui s'écrasent sur des bâtiments de la flotte américaine, les Japonais, donc, qui combattent jusqu'à la mort, les Japonais ne se rendent pas. En font foi un certain nombre de batailles aussi du début de l'année 1945 à Iwo Jima, Okinawa en avril 1945. Il y a des films aussi qui ont été faits, très bons films qui ont été faits sur ces deux engagements-là. Les Américains subissent des pertes colossales pour conquérir deux petites îles qui sont à plusieurs milliers de kilomètres de l'archipel japonais. Alors, on se rend compte qu'il y a une résistance farouche, opiniâtre des Japonais. Et là, Truman doit, lui, prendre une décision. Est-ce qu'on poursuit la guerre de manière conventionnelle jusqu'à la reddition du Japon ou on utilise une arme dont on sait les effets, dont on soupçonne les effets, une arme qui va être expérimentée en juillet 1945 au Nouveau-Mexique, la bombe atomique qui va être expérimentée donc dans le désert d'Alamo-Gordo. Et voilà, Truman va être confronté à cette décision-là. Est-ce qu'on emploie une arme de destruction massive pour abréger le cours des combats, mettre fin aux hostilités, où on poursuit la guerre selon des moyens. Alors voilà, donc, dès 1945, Truman doit prendre des décisions importantes comme celle-là. Le recours à la bombe atomique. Ensuite, dès le printemps 1945, c'est aussi la création d'une organisation des Nations Unies. Ça, c'est sûr que c'est le prédécesseur de Truman, Franklin Delano Roosevelt, qui avait initié le... Mais tu vois donc des décisions dès les premiers mois de sa présidence. Et quand on regarde l'ensemble de sa présidence, il ne quittera la Maison-Blanche qu'en janvier 1953. Sur le plan de la politique étrangère, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, doctrine Truman, plan Marshall, guerre de Corée, l'OTAN, et tous les développements qui ont cours sur la scène intérieure. Là. Truman est un président qui va faire beaucoup pour la cause des droits civiques des Noirs. Et voilà. Donc, aujourd'hui, Harry Truman est classé comme étant parmi les plus grands présidents d'histoire américaine. Probablement, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait venir peut-être même au 5e, 6e rang s'il n'en tenait qu'à moi. OK. Et tantôt, tu parlais d'aller conquérir des petites îles loin des États-Unis, au Japon. On le vit un peu aujourd'hui. Les États-Unis sont impliqués partout dans le monde. C'est une puissance, il faut le reconnaître, c'est clair. Mais est-ce que ça a toujours été ainsi? Et pourquoi ce désir expansionniste de pouvoir d'aller chercher, d'aller conquérir? Ça vient de où, ça? Oui, ben alors là, il faut remonter quand même assez loin parce que, évidemment, l'accession à la superpuissance, au statut de superpuissance, ne se fait, là, pourrait-on dire, en 1945.
Mais ça, c'est l'accession au statut de superpuissance. Mais l'accession au statut de puissance, ça, on le fait remonter là, dès l'année 1898, là, dès la fin du 19e siècle. Les Américains vont être de plus actifs sur la scène internationale. On a en 1898 une guerre qui éclate contre l'Espagne. La guerre hispano-américaine, une guerre qui ne durera que quelques mois. Et les Américains donc, vont sortir vainqueurs assez rapidement de cette guerre en l'été 1898. Et voilà, on estime que les Américains donc, vont accéder au rang de puissance mondiale parce que cette brève guerre contre l'Espagne va se traduire pour les États-Unis par des gains territoriaux. Alors, les Américains vont mettre le grappin sur l'île de Guam dans le Pacifique. Porto Rico est un résultat de 1898. Et le traité de Paris de 98 qui met fin à la guerre hispano-américaine, c'est un traité aussi qui va octroyer les Philippines aux États-Unis. Et voilà, et là, les Américains auront une décision extrêmement importante à prendre parce qu'aux États-Unis, il y a une longue tradition anti-impérialiste. Et là, est-ce qu'on conserve ces Philippines-là peuplées d'Autochtones, en fait, de gens qui ont peu à voir avec la tradition puis le profil social des États-Unis. Alors, là, il y aura un grand débat qui aura lieu entre impérialistes et anti-impérialistes. Et ce sont les impérialistes qui vont triompher. Parce que oui, les Américains vont mettre la main sur les Philippines. Alors déjà, il faut savoir qu'avant 1898, il y avait quand même eu des annexions territoriales. Là. Les Américains vont mettre la main sur la Louisiane en 1803, mais ça, c'était sur le territoire continental, le territoire nord-américain. La guerre contre le Mexique, la guerre mexicano-américaine de 1846-1848, va également se traduire par des gains importants. La Californie va être un résultat de la guerre contre le Mexique, là, avec le traité de Guadalupe-Hidalgo de 1848, qui va donner aux États-Unis un territoire là, important. Là. Californie, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, à l'époque, c'est plus que le Nouveau-Mexique actuel. Alors donc, il y avait déjà eu des agrandissements territoriaux. Mais ce qui est particulier avec 1898, la guerre hispano-américaine, c'est que là, on met le grappin sur des territoires. Et je n'ai pas parlé de l'Alaska que les Américains vont acheter en 1867, mais ça demeure quand même sur le territoire nord-américain. Mais en 1898, là, les États-Unis vont mettre donc la main sur des territoires outre-mer. Alors, Guam, Porto Rico, les Philippines, sans compter qu'il y aura un contrôle sur Cuba qui va s'exercer là, dès la toute fin du 19e siècle. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi les Américains, là, à la fin du 19e siècle, là, ont des appétits expansionnistes, impérialistes comme ceux-là? Bien, ce qu'il faut peut-être simplement mentionner ici, c'est que dans la période qui suit la guerre civile prend fin en 1865, avec la défaite des États du Sud. À partir de 1865, mais ça avait commencé un petit peu avant, il y a un démarrage sur le plan industriel là, qui va surgir aux États-Unis. Et on va parler, au cours de cette période qui s'étale de 1860 à 1900, on va parler d'une révolution industrielle qui aura cours. Une révolution industrielle durant laquelle les États-Unis vont commencer à extraire du pétrole, la croissance ferroviaire, le chemin de fer là, qui va prendre la construction ferroviaire, on va avoir la construction de chemins de fer transcontinentaux. Et les Américains, déjà là, riches en toutes sortes de ressources, le minerai de fer, le pétrole, vont amorcer ce qu'on appelle une révolution industrielle qui va être alimentée par plusieurs facteurs. Le fait qu'il y a abondance de ressources naturelles sur ce territoire-là. Hein, le pétrole, là, ça a commencé, on l'oublie, en Pennsylvanie. Et des nappes de pétrole, on va en découvrir en Oklahoma, on va en découvrir, bien sûr, au Texas, plus récemment en Alaska. Et depuis le début des années 2000,
le Dakota du Nord, là, cet État qui est au-dessous là, du Manitoba, là, Saskatchewan pourrait-on dire. Il y a eu au Dakota du Nord un oil boom, un boom pétrolier en 2006, puis le nombre de multimillionnaires dans cet État va augmenter. En fait, il y aura un développement économique là-bas très important. Alors, il faut savoir donc qu'on a un territoire très riche en ressources de toutes sortes. Le minerai de fer dans la région du lac supérieur, le pétrole dont j'ai parlé. Au niveau de l'agriculture, quand les Américains vont s'étendre au Midwest, alors les champs de blé, l'orge, le seigle. Alors, tout cela va alimenter cette révolution industrielle, tout comme également les techniques qu'on va développer. On sait que les Américains, ce sont des inventeurs de nature. Et puis, entre 1860 et 1900, selon ce que je me rappelle, le Bureau des brevets aux États-Unis va octroyer, pour une période de 40 ans, là, 1860 à 1900, le Bureau des brevets aux États-Unis va délivrer quelques 600 000 brevets pour des inventions qui ont été faites au cours de cette période de 40 ans. Près de 600 000, en fait, plus de 600 000. Bon, évidemment, il y avait des inventions qui étaient peut-être moins significatives, mais parmi celles dont on peut se rappeler, le téléphone va apparaître à cette époque-là, la lampe à incandescence, l'automobile, Henry Ford à la fin des années 1990. Donc, à la fin du 19e siècle, il y a une révolution industrielle qui s'opère, alimentée par un certain nombre de facteurs que je viens d'évoquer. L'immigration aussi, de cette période-là, va faire qu'on ne manquera jamais de main-d'œuvre. Hein. Il y a 15 millions d'immigrants qui arrivent aux États-Unis entre 1860 et 1900. Alors, c'est une nation d'inventeurs, de techniciens, une région, en fait, un pays béni des dieux en termes de ressources naturelles, conjugué à la main-d'œuvre qui est constamment renouvelée. Bon, puis les tarifs protectionnistes qui visaient à cette époque-là à préserver l'industrie naissante. Tout cela va faire qu'on aura une nation qui aura une production manufacturière importante. Et là, on va commencer à découvrir que l'obtention de marchés à l'extérieur peut être intéressant parce que là, on surproduit. Alors, la balance commerciale des États-Unis va devenir, à partir des années 1870, la balance commerciale des États-Unis va devenir balance favorable. C'est-à-dire les Américains vont exporter davantage qu'ils n'importent. Et tout cela va faire qu'on va regarder le monde de manière différente. Puis à cette époque-là, il y a des missionnaires, en fait des prédicateurs religieux qui vont dire que ce serait bien aussi, il n'y a pas juste des considérations économiques, mais commencer à christianiser les païens dans le monde. Alors, tout cela va alimenter l'expansionnisme de la fin du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, on parle de l'impérialisme américain. Et on dit que l'impérialisme des États-Unis va atteindre son apogée à l'époque où Woodrow Wilson est président, donc à l'époque de la Première Guerre mondiale. Wilson est là de 1913 à 1921. C'est toute qu'une réponse à une courte question. Écoute, c'est fascinant. Moi, aujourd'hui, ce qu'on connaît des États-Unis, c'est un pays où il y a deux partis politiques connus, les républicains, les démocrates. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Ou il y a d'autres partis qui ont un jour existé, mais qui ont été tout simplement éliminés du portrait? Alors oui, il y a eu quantité de partis dans le cas de l'histoire américaine. Le Parti démocrate tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un parti qui va en fait apparaître dans la seconde portion des années 1820. Le premier candidat démocrate, là, on peut dire, c'est à l'élection de 1828 là, qu'il va triompher. C'est-à-dire que pour la première fois en 1828, on aura Andrew Jackson, le président qui va faire 2 mandats, c'était un démocrate. Quant au Parti républicain actuel, c'est un parti, lui, qui apparaît quelques décennies plus tard. Donc, Parti démocrate 1800. Dans la seconde portion des années 1820, il y a des développements qui ont cours. Et en 1828, on a un premier président démocrate élu, donc Andrew Jackson. Dans le cas des républicains, ça survient quelques décennies plus tard.
En fait, le Parti républicain est une création de 1854, là, officiellement, là, c'est ce que l'on dit. Il y a un premier candidat du Parti républicain à l'élection de 1856. Alors, aux États-Unis, les élections ont lieu lors d'années bissextiles à tous les 4 ans. Alors, donc, le Parti républicain créé en 54 a son candidat à l'élection présidentielle de 56. C'est une défaite, mais une défaite qui n'est pas si cuisante. Et en 1860, ce sera l'élection de Abraham Lincoln, le président républicain. Donc, le premier républicain porté au pouvoir. Et on connaît les conséquences de cette élection-là. Mais tout cela pour dire que oui, avant les démocrates et les républicains, il y a eu quantité de partis, en fait, à la toute fin du 18e siècle, alors que la nation américaine est constituée. George Washington, président de 1789-1797, John Adams qui succède, eh bien, on a déjà à l'époque, là, ce qu'on appelle un parti antifédéraliste et un parti fédéraliste. C'est-à-dire, les fédéralistes, c'est ceux qui gravitaient autour du premier président Washington. Les fédéralistes qui voulaient, en gros... en fait, qui accordait une assez grande importance au développement économique, mais aussi à ce qu'il y ait une certaine centralisation des pouvoirs, que le gouvernement fédéral qui va... la première capitale n'est pas Washington, la première capitale, c'est New York, suivi de Philadelphie et Washington au début du 19e siècle, mais on voulait, les fédéralistes, accorder une importance assez significative au gouvernement fédéral, alors que les antifédéralistes, ceux qui gravitaient autour de Jefferson qui va être le premier secrétaire d'État de Washington, le premier président. En quelle année? Alors, il arrive dès les débuts, Thomas Jefferson, qui deviendra lui-même président des États-Unis, donc en 1801. Mais voilà, Jefferson était l'un de ceux qui croyaient qu'il ne fallait pas que le gouvernement central, le gouvernement fédéral qui venait d'être créé, soit un gouvernement qui prenne trop de place. En fait, on voulait Jefferson, la tendance jeffersonienne, était cette tendance selon laquelle on souhaitait que les États, chacun des 13 États, parce qu'au tout début, quand la nation américaine est formée, il y a 13 États, bien, on voulait qu'ils conservent des attributs assez forts, des pouvoirs assez importants. Donc, on les a, les premiers partis fédéralistes versus les antifédéralistes. Et voilà, tout au long, là, les étiquettes vont changer en cours de route. À un moment donné, on va parler de parti Whig, on va parler de parti républicain-démocrate. Les démocrates, donc, arrivent, là, au premier président en 1828. Les républicains, donc, premier président Abraham Lincoln. À la fin du 19e siècle, il y aura des partis qui vont faire parler d'eux, des tiers partis, mais le parti populiste, qui, à l'élection de 1892, va avoir quand même un nombre de voix assez importantes. Les populistes qui ralliaient surtout les revendiquants, en fait, qui cherchaient à regrouper les agriculteurs mécontents à l'époque. On a eu des partis de la prohibition, des partis qui condamnaient la consommation d'alcool. On disait que l'alcool venait décimer les familles, avait des lourdes conséquences au plan économique. On a eu des partis progressistes au début du 20e siècle. Et voilà, il va arriver qu'au 20e siècle, à l'occasion de certaines élections, surgissent un tiers parti. C'est-à-dire, on a toujours les républicains et les démocrates, mais en 1924, on a un parti progressiste qui va quand même faire assez bonne figure. J'ai oublié l'élection de 1912. L'élection de 1912, en fait, on a un autre parti progressiste qui va... Écoute, la présence de ce parti progressiste à l'élection de 1912 va permettre aux démocrates de se faufiler et de remporter l'élection de 1912. Sans ce parti progressiste dont je viens de parler, les républicains auraient été reportés au pouvoir. Donc la division du vote. La division, exactement. L'élection de 1948, une élection que j'ai toujours trouvée fort intéressante. En 1948, il y a 2 tiers partis. Il y a les républicains de Thomas Dewey, le gouverneur de New York, les démocrates de Truman. Mais on a 2 candidats de tiers partis. Un parti progressiste, avec à sa tête un certain Henry Wallace, et également un parti Dixiecrats, c'est-à-dire les sudistes traditionnels qui n'aimaient pas la plateforme de Truman en matière de ses positions sur les droits civiques des Noirs, ça déplaisait. Alors, il y aura parfois des tiers partis, et les Dixiecrats, le parti des représentant les intérêts du Sud traditionnel en 1948,
C'est un parti qui va quand même l'emporter dans quelques États du Sud profond, là, ce qu'on appelle le Deep South à cette époque-là. Et voilà, on pourrait multiplier les exemples. À l'époque, dans les années 90, Ross Perot. Voilà, donc, il y a une quantité de partis. Mais c'est jamais de longue durée. Les deux principaux joueurs, républicains, démocrates. Demeurent les républicains, les démocrates. Depuis, on peut dire, là, fin des années 1820, il y a toujours eu des candidats du Parti démocrate et du Parti républicain. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des divisions quand même assez importantes. On le vit actuellement, démocrates, républicains. Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau ou qui a toujours existé de façon aussi importante qu'on le vit actuellement? Parce qu'actuellement, on a l'impression que c'est absolument incroyable, c'est polarisé au maximum, mais est-ce que ça a toujours été comme ça à un autre niveau? Oui, en fait, la polarisation n'a rien de nouveau. Ce qui est peut-être nouveau dans le climat actuel, c'est qu'on peut dire que pour probablement l'une des premières fois de l'histoire américaine, on a un président qui n'est pas animé par le désir de rassembler sa nation, de rallier la nation américaine. Ce n'est pas un président qui plaide pour l'unité. Ça, c'est quand même assez particulier, c'est assez singulier. Mais je dirais que la polarisation, en fait, elle a toujours existé. C'est exprimé de bien des façons. Il y a quelques instants à peine, je te parlais à la fin du 18e siècle, à l'époque de George Washington. Il y a une tendance fédéraliste, une tendance anti-fédéraliste. Crois-moi, les couteaux volaient parfois bas. À l'élection de 1800, l'élection qui va voir avec la victoire de Thomas Jefferson, le climat politique est tendu au point tel où Jefferson, quand il prononce en fait son discours d'investiture, là, il exhorte les Américains, son peuple, à oublier le climat de tension et donc il plaide pour l'unité. Alors, il y a eu des élections, là, où l'élection de 1824 aussi en est une autre illustration de ce climat de polarisation, où parfois, déjà à cette époque-là, ça va dans les attaques personnelles, là. L'élection de 1824 là, est un bel exemple de cela. Et voilà, et ce qui traduit en fait le mieux la polarisation. Alors, en fait, le point culminant de la polarisation de l'histoire américaine, c'est bien sûr la guerre civile, la victoire d'Abraham Lincoln en 1860, la victoire de Lincoln, le républicain, qui fait dire à bien des sudistes, le Sud qui était à l'époque un bastion du Parti démocrate, que voilà, on a un président qui ne nous représente pas. Mm-hmm. On a l'impression que Lincoln, c'est le Nord, en quelque sorte, imposé un candidat à l'ensemble de la nation. Et suivant la victoire de Abraham Lincoln en 1860, là, il va y avoir certains États du Sud vont faire défection parce qu'ils estiment, c'est quelques États sudistes qui vont faire sécession, ils estiment que on a à la direction du pays un président qui est anti-esclavagiste. Puis là, il faut mettre certaines nuances. Abraham Lincoln était plus... En fait, aurait toléré la présence de l'esclavage, cette institution particulière du Sud. Il l'aurait sans doute toléré pendant un certain temps, mais ce vers quoi Lincoln était contre, c'était plus l'expansion de l'esclavagisme à l'ouest. Parce que lorsque la guerre civile survient, là, il y a des territoires qu'on vient d'acquérir à la suite de la guerre contre le Mexique. Puis là, on s'interroge sur le statut de ces États-là. En fait, ces territoires qu'on vient d'obtenir. Est-ce que la Californie devrait être esclavagiste ou non esclavagiste? Dans la portion du Nouveau-Mexique que les Américains obtiennent en 1848, c'est la même chose. Alors, tout le statut des États, esclavagistes ou non, ça va jeter beaucoup de dissensions aux États-Unis. Et les sudistes, donc, interprètent la victoire de Lincoln comme étant, comme étant une atteinte aux droits
de l'esclavagisme. Et là, donc, il y a un processus de sécession qui va s'amorcer. Et en 1861, va débuter au printemps la guerre civile, la guerre de sécession. En anglais, on parle de « The War Between the States », la guerre entre les États, guerre civile, guerre de sécession qui s'amorce. Et ça, c'est l'épisode le plus traumatisant de l'histoire des États-Unis. C'est un moment charnière. Un moment charnière. Les Américains, au terme de cette guerre, en fait, il y aura des destructions là, comme on en a rarement vu, notamment dans les États, dans les États du Sud. Mais le coût humain, les effusions de sang, là, on parle de plus de 600 000 morts pour la guerre civile. Là. Alors, on dit souvent, quand on prend connaissance du 20e siècle, la guerre du Vietnam, qui va durer 10 ans, grosso modo, là, 1964 à 1973, grosso modo. On parle beaucoup de revers cuisant des Américains. Oui, c'est un revers, il faut effectivement le reconnaître, mais en termes de coût humain, ça ne se compare pas avec la guerre civile. La guerre du Vietnam va faire à peu près 58 000 victimes. 58 000 victimes de trop, on s'entend. Mais la guerre civile, 600 000. C'est à peu près 600 000, c'est 10 fois plus. Là. Alors, ça, c'est le drame existentiel de l'histoire américaine, la guerre civile. Et ça traduit la polarisation là, au plan interne. Là, polarisation, là. Ouais. Aujourd'hui, on voit beaucoup les gens qui sont à la vie, à la mort. Je suis démocrate, je suis républicain. D'un côté extrême. Il y a toujours quand même une part de gens qui sont un peu peut-être volatiles, mais on a vraiment l'impression qu'aux États-Unis, c'est très rigide. Il n'y a pas de nuance. Je vote républicain parce que la famille est républicaine. Je ne réfléchis pas à des enjeux. Je vote républicain. Ouais, selon les allégeances familiales. Alors oui, il y a cela qui joue. Effectivement, il y a depuis un certain nombre de décennies, là, on voit qu'il y a comme deux camps là, qui sont assez rigides. Et puis, quand on regarde la carte électorale, aussi lors d'élections récentes, là, on a des élections depuis plusieurs décennies, là, je dirais, là, on sait tout de suite qu'il y a des zones géographiques dont on connaît déjà les résultats. Et c'est pas pour rien que les candidats présidentiels, souvent, ne feront pas campagne dans certains États parce que il y a ce que j'appelle, entre autres, depuis plusieurs décennies, ce que l'on observe, c'est ce que j'appellerais la ligne du centre. Alors, tout ce qui est au nord du Texas, Oklahoma, le Kansas, le Nebraska, Dakota du Sud, Dakota du Nord, en fait, du Texas, en allant au nord jusqu'à la frontière du Manitoba, ça, c'est un bastion plutôt rouge, c'est un bastion républicain. Ça ne change à peu près jamais. Bon, il y a eu quelques cas où le Texas, parfois, est allé du côté des démocrates là, à l'élection de 1960. La présence de Lyndon Johnson, je me souviens bien, avait fait en sorte que cet État-là, le Texas, avait été un État bleu. Mais je dirais, là, depuis plusieurs décennies, là, la ligne du centre, là, s'est associée au Parti républicain, alors que les côtes sont largement associées au Parti démocrate. Les grandes villes. Oui, les grandes villes, mais l'ensemble de l'État, ça va quand même assez bleu. Mais oui, effectivement, il y a aussi des divisions entre ville et campagne, vie citadine, vie rurale. Mais les États, donc de Washington, l'État de l'Oregon, la Californie, depuis plusieurs décennies, ça vote assez bleu. Alors que sur la côte Est, on observe aussi largement le même phénomène. Bien qu'à une certaine époque, les États du Nord-Est, la Nouvelle-Angleterre, parfois ça a voté rouge, là, mais je dirais depuis quand même un certain temps, on peut dire que de la côte Est, que largement, en fait, surtout dans la région du Nord, ça vote assez bleu. Là. Et qu'est-ce qui explique ça, Bernard? Qu'est-ce qui explique ces divisions claires avec la géographie? Avec la géographie. Ben, tout à l'heure, tu as relevé le côté rural, le vote urbain, le vote rural. Je dirais qu'il y a une fracture assez marquée selon que l'on habite une grande ville, une ville importante ou un village ou ce qu'on appelle en anglais une town, une petite ville. Là. Alors, ce que l'on observe depuis, je dirais, plusieurs décennies, là,
c'est là où il y a une population assez nombreuse, une population diversifiée, où l'immigration d'une certaine emprise, là où la scolarité est plus développée, règle générale, ce sont des lieux qui sont susceptibles de voter pour le Parti démocrate, alors que dans les zones plus rurales, les zones où l'agriculture a quand même un certain... les zones où il y a une population moins hétérogène, une population plus blanche, une population faite davantage de ce qu'on appelle en anglais les WASP, W-A-S-P, WASP pour White Anglo-Saxon Protestant. Alors, dans ces zones-là, où souvent le degré de scolarité est moins important, on a peut-être une appartenance plus grande pour le Parti républicain, qu'on associe je dirais à bien des égards, à un parti plus traditionnel. Alors, il y a ces divisions géographiques que, oui, on observe encore et qui font... dans les années 90, la polarisation... Il y a un terme qui va apparaître dans les années 1990. À l'époque où George Bush père était président, puis Bill Clinton, on a commencé à évoquer aux États-Unis le terme de culture de guerre culturelle. Culture wars. On parlait des guerres au pluriel. Les guerres culturelles, ça, c'est l'expression qui apparaît dans les années 90. Donc, ça commence à l'époque où George Bush père est président. Ça se poursuit, en fait, depuis. Et les guerres culturelles, bien, c'est le terme évoqué pour, je dirais, expliquer, en fait, rendre compte de la polarisation qu'on observe aux États-Unis. Polarisation très nette. Une polarisation qu'on observe sur plusieurs enjeux. Des enjeux tels l'avortement, le contrôle des armes à feu, les droits des homosexuels. Sur ces enjeux-là, on voit des divergences marquées. Et à bien des égards, on estime que le Parti démocrate a une position plus libérale sur ces enjeux-là, alors que les républicains défendre une position un peu plus traditionnelle sur des enjeux. La religion oui, aussi. la droite religieuse qui intervient. Alors, ça, ce sont des dossiers sociaux qui vont faire en sorte que des Américains vont épouser un camp ou l'autre. Et donc, ça va accentuer la polarisation. Alors, les guerres culturelles bien présentes depuis, on peut dire, les années 90. Alors, sur des enjeux tels ceux que j'ai évoqués. Et puis, on a au sein du Parti républicain, il faut quand même distinguer au sein du Parti républicain, il y avait quand même des éléments un peu plus libéraux, mais il y avait aussi une présence conservatrice assez marquée. Dans les années 90, il y a le journaliste Pat Buchanan qui va adopter des positions ultra-conservatrices et qui va animer les débats à l'époque, le candidat Patrick Buchanan, qui était un ancien rédacteur de discours de Richard Nixon à une autre époque. Mais vont jeter un peu d'huile sur le feu. Pat Buchanan, le journaliste, et également, on a aussi certains politiciens du Parti républicain, la frange un peu plus conservatrice du Parti républicain, entre autres le sénateur Jesse Helms, sénateur de Caroline du Nord, qui tient un discours résolument... tout ce qu'il va dire, entre autres, sur les homosexuels, mais aussi des prises de position en matière sur la scène internationale, sur l'Organisation des Nations Unies. Jesse Helms, ce parlementaire de Caroline du Nord, du Parti républicain, va être l'un de ceux qui va préconiser un retrait des États-Unis de l'ONU. Alors, donc, les positions deviennent un peu plus rigides à partir des années 90. Et voilà, avec la venue de politiciens tels Donald Trump, eh bien, ça ne fera que s'accroître, cette polarisation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est particulier du climat actuel, en fait, du chef de l'exécutif actuel, c'est qu'on a un président pour qui l'unité de la nation, ça n'occupe... en fait, c'est le cadet de ses soucis. Ce n'est pas une priorité. C'est d'aller dans la partisanerie et puis... accentuer la polarisation de la nation. Alors, c'est quand même triste ce que l'on observe depuis, je dirais, quelque temps. Effectivement, la période que l'on vit aujourd'hui est assez particulière avec le président actuel. Cette polarisation-là est vue de l'extérieur, vue de l'étranger,
on trouve ça absolument épouvantable. Mais au sein même du pays, des États-Unis, ça doit être aussi quelque chose de très difficile pour une grande portion de la société. Est-ce que c'est la pire situation de polarisation qu'on peut vivre actuellement? Ce qui se passe actuellement? Bien, c'est sûr qu'il y a une intensification assez marquée, je dirais, depuis les années 90, là, dans le contexte que j'ai évoqué là, il y a quelques instants. Mais j'ai mentionné beaucoup la polarisation au plan intérieur, là, quand j'ai parlé donc des années 90, quand j'ai mentionné aussi ce qui se produit avec l'élection d'Abraham Lincoln. Mais il faut savoir que la polarisation aussi s'est exprimée clairement en matière de politique étrangère. C'est pas juste en matière de vie domestique, de vie intérieure qu'elle s'exprime, mais en matière de politique étrangère. Et moi, la politique étrangère est un domaine qui m'a toujours intéressé beaucoup. Écoute, des débats qui traduisent la polarisation en politique étrangère, il y en a eu de nombreux. Je pense à la guerre de 1812. Déjà, il y avait des intérêts qui n'étaient pas les mêmes selon les lieux géographiques, selon les sections du pays. Et d'ailleurs, il y a un terme qu'on utilise beaucoup à cette époque-là, au 19e siècle, pour décrire l'état de la polarisation, c'est le mot sectionnalisme. Sectionnalisme qu'on pourrait traduire, qu'on pourrait définir comme un peu l'intérêt jaloux à une région. Ça, cet intérêt jaloux aux intérêts d'une région, ça va faire que selon certains dossiers de politique étrangère, on aura des prises de position différentes. Je vais donner l'exemple, par exemple, la guerre mexicano-américaine. La guerre mexicano-américaine de 1846-1848. Bien, cette guerre, elle est accueillie de manière très différente selon la géographie. Pour les États du Nord, à l'époque, le Nord est sous domination d'un parti, le parti Whig, qui est un peu l'ancêtre du Parti républicain. On réagit plutôt mal à cette guerre qui éclate en 1846, alors que dans les États du Sud, les États de l'Ouest, on est derrière la guerre contre le Mexique. L'enjeu était quoi à ce moment-là? Alors, pour ce qui est des États du Sud, on a la conviction qu'en menant une guerre victorieuse contre le Mexique, ce qui va s'avérer le cas en 1848 au terme de la guerre, mais on est convaincu que l'esclavage, qui est cette institution particulière au sud des États-Unis, va pouvoir ainsi s'étendre. On souhaite faire des conversions au niveau des États. On souhaite que l'esclavagisme... l'idéologie esclavagiste puisse se répandre. Alors que dans le Nord, on y voit là une guerre un peu déplacée, une guerre qui n'a pas vraiment sa place, qui déroge aux traditions du pays. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'appui au Nord pour la guerre contre le Mexique, mais il y avait quand même un vent, là. On trouvait que c'était une guerre cruelle menée contre un pays, ça ne valait pas la peine. Alors, ça traduit déjà des intérêts, là, où la géographie intervient. Il y aura également, il n'y a pas que la géographie qui intervient, mais également d'autres considérations en matière de politique étrangère quand on parle de polarisation. Tout à l'heure, j'ai parlé de la guerre contre l'Espagne en 1898. Il faut savoir que cette guerre contre l'Espagne en 1898 va se traduire par un débat très important entre anti-impérialistes aux États-Unis et impérialistes. Ce sont les impérialistes qui vont vaincre à l'occasion de ce débat-là, qui va faire que les Américains vont mettre la main sur, comme je le mentionnais, Porto Rico, l'île de Guam, les Philippines. Et à cette époque-là, les impérialistes, ce qu'ils disent, c'est que voilà, acquérir des territoires d'outre-mer, c'est peut être très important dans un contexte où on veut que le commerce prenne son envol, dans le contexte où on veut tisser des liens économiques en Asie en particulier. Alors, certains vont faire valoir, certains impérialistes vont faire valoir qu'en mettant la main sur ces nations étrangères, ce sera aussi l'occasion de christianiser, donc un peuple païen. Donc, il y a des considérations économiques, des considérations idéologiques, religieuses qui vont faire que le camp impérialiste va faire valoir
va dévoiler tout un argumentaire, alors que les anti-impérialistes, eux, vont dire non, on n'a pas le droit, de par la Constitution, de mettre la main sur des territoires étrangers, des territoires coloniaux, là. Alors, il y aura des considérations comme celle-là qui vont quand même... alors, c'en est un débat de politique étrangère où la polarisation va être qu'on va pouvoir observer. Tout le débat entourant le traité de Versailles de 1919 là, est un autre débat important qui traduit la polarisation en politique extérieure. Il y a des Américains qui, à l'époque, sont d'avis qu'il faut adhérer au traité de Versailles, le traité qui mettait fin à l'état de guerre contre l'Allemagne. Qu'il faut aller de l'avant avec une organisation mondiale. À l'époque, on parlait de la SDN, la Société des Nations, que là, les Américains doivent tirer des leçons de leur isolationnisme d'antan, alors que d'autres personnalités, appartenant pour la plupart au Parti républicain à cette époque-là, vont dire non, il ne faut pas adhérer, il ne faut pas que les Américains signent le traité de Versailles, il ne faut pas aller de l'avant avec une organisation telle la Société des Nations, parce que on va perdre un peu de notre marge de manœuvre diplomatique. Et ce sont les isolationnistes qui vont triompher à cette occasion-là, ce qui va faire que les Américains ne ratifieront pas le traité de Versailles et que les Américains n'appartiendront pas à cette organisation mondiale qui verra le jour, la Société des Nations, qui en quelque sorte, annonce, si tu veux, la création d'une organisation des Nations Unies en 1945. Mais voilà donc d'autres débats entre internationaliste et isolationniste en 1919. On pourra également mentionner, il y a un important débat de politique extérieure en 1940. En 1940, les États-Unis ne sont toujours pas entrés en guerre, mais les Américains observent que ça n'augure rien de bon pour leur situation dans un contexte où, à partir de l'été 1940, il y a seule la Grande-Bretagne, dans les démocraties occidentales, on peut dire, là, qui résiste aux attaques de l'Allemagne. Et en 1940, il y aura un débat qui va surgir entre interventionnistes et isolationnistes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des Américains qui vont dire, dans le contexte de l'été 1940, il faut à tout prix, nous, les États-Unis, prêter main forte à la Grande-Bretagne, à défaut de quoi la Grande-Bretagne va peut-être s'effondrer devant les attaques là, incessantes allemandes sur leur territoire. Alors, certains vont dire, les interventionnistes, qu'il faut trouver des manières de livrer de la marchandise, des armes, des munitions à la Grande-Bretagne qui en a bien besoin pour contrer les nazis. Alors que d'autres Américains, il y aura des groupes de pression qui vont apparaître. Le groupe de pression America First de l'aviateur Charles Lindbergh. Lindbergh s'était fait connaître pour des prouesses à la fin des années 20. Là. Alors, c'est ce même aviateur qui va être l'une des figures clés du groupe America First, groupe de pression, pour qui il ne faut surtout pas prêter main forte à la Grande-Bretagne, parce que ça pourrait provoquer l'Allemagne et ça pourrait faire en sorte que la nation américaine serait appelée à participer à la guerre. Donc, ce débat-là entre interventionnistes et non-interventionnistes, entre internationalistes ou isolationnistes, qui aura cours. Et finalement, c'est le point de vue des interventionnistes qui va finir par triompher. Mais c'en est un autre grand débat de politique étrangère où la polarisation s'observe. Et on pourrait poursuivre, multiplier les exemples. Lors de la guerre du Vietnam, en 1968, il y aura un débat aux États-Unis entre les colombes, ceux qui espèrent que les Américains se désengagent de la guerre du Vietnam, se retirent de la guerre du Vietnam, négocient avec le Nord-Vietnam, et ceux qu'on appelle les faucons. Alors, c'est le débat entre les faucons et les colombes. Les faucons sont ceux qui, à partir de 68, malgré des poussées, des offensives communistes, ceux qui estiment que là, non, il faut vraiment intensifier l'effort de guerre américain au Vietnam en 68. Les Américains, en 68, ont déjà plus de 500 000 hommes au Vietnam. Alors, ce sont les faucons, eux, ils croient en la victoire et sont pour l'envoi de troupes additionnelles. Et donc, le débat entre faucons et colombes, et finalement, ce sont les colombes qui vont finir par l'emporter. Mais voilà donc d'importants débats de politique étrangère où la polarisation s'observe. C'était ça l'objectif là, de mon propos. Il y en a des exemples. Ouais. Ça me fait voir à quel point ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas si unique. Tout à fait. Tu as abordé la question de la Constitution.
La Constitution, c'est assez particulier aux États-Unis. C'est assez... ils sont très rigides au niveau de la Constitution. Ils se rabattent souvent Constitution, tel numéro. J'oublie le nom là, pour les... c'est pas des décrets, là, mais les amendements. Les amendements, c'est le mot que je cherchais. Ouais, le Bill of Rights. La Constitution américaine, est-ce qu'elle est un frein? Est-ce que c'est une force de stabilité ou un frein à l'adaptation du pays aux valeurs modernes? Parce qu'on parle souvent de l'amendement ci, l'amendement ça. Est-ce que c'est trop rigide? Est-ce qu'on est trop ancré dans cette fameuse Constitution aux États-Unis pour évoluer? Alors, la Constitution de 1787, qui est donc toujours celle qui existe aujourd'hui, là, une Constitution donc, qui a quand même un très long parcours. C'est une constitution qui est toujours perçue comme une espèce de texte sacré qui se voulait à l'origine, en fait, un document pour permettre un certain état de stabilité. Et c'est pour ça que l'un des principes moteurs qui est derrière cette constitution de 1787, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on voulait éviter ce qui s'était produit antérieurement dans le contexte des 13 colonies là, qui ont eu à combattre l'Angleterre, la Grande-Bretagne à une certaine époque, la guerre d'indépendance. On trouvait qu'il y avait un roi anglais, George III, qui avait beaucoup trop de pouvoir. Et on voulait, par la formation d'une nouvelle nation, au terme de la guerre d'indépendance, on voulait éviter de reproduire un modèle où le roi anglais s'accaparait beaucoup de pouvoir, s'accaparait beaucoup d'initiatives. On déplorait aussi le fait que le Parlement de Londres avait pris des mesures dans les années 1760-1770, des mesures prises par le Parlement de Londres sans la consultation des habitants des 13 colonies. Et ça avait joué pour beaucoup dans le climat de mécontentement qui va mener au début de la guerre d'indépendance en 1775. Mais donc, la Constitution de 1787, ce qu'elle visait, d'abord, oui, c'était d'octroyer des pouvoirs importants au gouvernement central qu'il fallait créer, mais aussi, on voulait qu'il y ait une division des pouvoirs. Donc, il y a une séparation des pouvoirs entre la branche exécutive, représentée par le président des États-Unis, la branche législative, représentée par le Congrès formé de deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, et la branche judiciaire. On voulait qu'il y ait un équilibre des pouvoirs pour empêcher que l'une des branches devienne trop puissante et vienne un peu rompre cet équilibre des pouvoirs dont on estimait l'équilibre des pouvoirs qu'il allait garantir un certain climat de stabilité. Et je dirais que oui, la Constitution américaine est ce document donc qui a reçu assez peu d'amendements. Il faut dire que pour amender la Constitution, à l'heure actuelle, de mémoire, je pense qu'il y a 27 amendements à la Constitution. C'est quand même peu. Quand on dit que la Constitution a été implantée en 1789, le document de 87 va recevoir l'aval d'un certain nombre d'États en 89, va entrer en vigueur en 1789. Et c'est un document qui n'aura été amendé qu'à peu près à 27 reprises. Parce que pour amender la Constitution, il y a des procédures assez rigides. Il faut que le Congrès se penche à une majorité des 2/3 et au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc, ça prend les 2/3 de la Chambre haute, les 2/3 de la Chambre basse. Et une fois qu'une mesure a reçu l'aval du Congrès, là, c'est pas terminé. Il faut envoyer la mesure pour consultation auprès des parlements de chacun des États. Hein, dans chacun des États, il y a une capitale, un parlement dans chacun des États. Et là, ça prend les 3/4 des parlements des États, ça prend 75% d'entre eux pour que la mesure voie le jour. C'est pour ça que des amendements, donc il n'y en a pas eu beaucoup, donc une vingtaine depuis 1789, qui marque l'entrée en vigueur de la Constitution. Là. C'est une lourdeur épouvantable. Une lourdeur épouvantable, mais là, ce que l'on observe, c'est qu'on a à la tête des États-Unis un président qui, lui, envisage... en fait, ça dénote son inculture, n'était pas vraiment au courant de l'existence d'un amendement qui limite l'exercice de la fonction présidentielle à 2 mandats. En fait, c'est le 22e amendement
qui est entré en vigueur, dont les bases ont été jetées en 1947, mais qui est entré en vigueur au début des années 50, en 1951. Le 22e amendement empêche un président d'être élu pour plus de 2 mandats. Et voilà, donc, on a un président pour qui le respect de la Constitution, en tout cas, ne semble pas être une priorité. Et ça prendrait quoi pour changer ça, là? Alors c'est le Congrès. Alors, en fait, tu disais tantôt. Il y a 2 éléments qui entrent en ligne de compte pour abolir un amendement, puis ça s'est déjà fait. Abolir un amendement. Je donnerai l'exemple du 18e amendement. Le 18e amendement, en 1919, implante la prohibition aux États-Unis. Et là, on va observer dans les années 20 que la prohibition ne fonctionne pas. On trouve des manières de la contourner. Et en 1933, il y aura un amendement, le 21e, qui va abroger le 18e de 1919. Alors oui, il est possible d'abroger un amendement constitutionnel. Dans le cas qui nous intéresse ici, le 22e amendement à la Constitution, celui de 1951. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que le Congrès des États-Unis, qui comporte 2 branches, d'abord que le Sénat, à une majorité des 2 tiers, estime que le 22e amendement, ce n'est plus bon. Il faudrait que le Sénat se prononce. Il faudrait que la Chambre des représentants, la Chambre basse, fasse de même, à une majorité des 2 tiers. Aussi, c'est quand même pas rien. 66% des législateurs du Sénat et de la Chambre des représentants se prononcent en faveur d'une abrogation du 22e amendement. Une fois que le Congrès s'est prononcé favorablement, là, il faut confier à chacune des capitales d'État, chacun des parlements dans les États. L'État de New York siège à Albany. L'État du Montana, il y a un parlement à Helena, la capitale. La Floride, c'est Tallahassee. Alors, chacun des parlements se prononce. Et si dans les États, on a une majorité des... Là, on passe des 2 tiers aux 3/4, 75%. Si dans les États, chacun des parlements d'État, il y aurait plus de 75% des parlements qui disent, à l'instar du Congrès, que non, le 22e amendement de 1951, ce n'est pas un bon amendement, eh bien là, effectivement, on pourrait abroger cet amendement-là. Chaque État doit avoir 75%. Quand on a 75% des États, qui se prononcent favorablement à une abrogation, là, ça pourrait voir le jour. Favorable à quel pourcentage? À 50 plus 1 ou à 70%? Ou... Ça dépend des États. Je pense qu'ils ont des manières de régir la situation. Là. C'est compliqué. Mais voilà, donc ça prend une majorité des 2 tiers au Congrès puis une majorité des 3/4 au niveau des parlements d'État pour qu'un amendement soit abrogé. Et là, dans ce cas-ci, le 22e amendement pourrait être abrogé et ça permettrait à Donald J. Trump d'envisager d'avoir un mandat. Mais ça ne peut pas arriver. Bien, écoute, d'abord, de manière, quand on observe les faits, là, il y a quand même 79 ans aujourd'hui. Alors, en 2028, là, il aura quoi, 82, 83. On voit déjà des signes d'une santé déclinante chez lui, des signes qui ne mentent pas. Lui, souvent, on l'a filmé encore récemment lors de débats où on sait qu'il dort carrément. Là. Et lui va dire que c'était des débats ennuyeux, mais qui faisaient que cligner les yeux. Alors voilà, il y a l'état de santé, il y a l'âge avancé. C'est le président le plus vieux de l'histoire des États-Unis. Mais au-delà de ça, Bernard, de ça, sur la simple base des pourcentages, dans un pays qui est polarisé, qui était à 50-50 ou à peu près... Ah non, c'est impossible. C'est chose impossible. D'avoir le 3/4, c'est impossible. Le Congrès va avoir 2 tiers. Ça dépend de la composition des chambres, bien sûr. Mais non, je pense que là-dessus, si Donald Trump veut d'un autre mandat, il va falloir qu'il procède par qu'il recourt à un autre stratagème parce que l'abrogation de l'amendement 22 de 1951, on n'y est pas. Mais il pourrait invoquer peut-être... voilà. J'aimerais qu'on parle brièvement du système électoral américain. C'est très particulier aux États-Unis. Un système qui n'est pas simple. Est-ce que ça favorise la stabilité ou amplifie les tensions, selon toi? Parce que c'est hyper complexe. Oui. C'est un système, en tout cas, qui
ces clivages dont on parlait tout à l'heure, ils sont encore là. Ils sont là, ils vont perdurer. Ils ont toujours été. Et la Californie va rester un État démocrate, un État bleu, on peut penser, pendant un certain temps. Même chose pour l'État de New York. Ce qui ne veut pas dire qu'en Californie, puis dans l'État de New York, il n'y a pas de zone républicaine, de zone rurale. Tout ce qui est au nord d'Albany, en fait, il y a ce qu'on appelle dans l'État de New York, il y a l'Upstate New York, où il y a des zones où ça va voter républicain, ça va voter pour républicain. Puis même chose pour la Californie. Dans le Orange County, dans la partie un peu plus au sud de la Californie, il y a des zones rouges, des zones républicaines. Alors, je dirais que les mécanismes politiques, les clivages que l'on observe font que, selon moi, il y aura toujours, je dirais, là, en fait, peut-être pas toujours, le mot est fort, mais des bastions démocrates qui vont demeurer, je dirais pas à jamais, mais qui sont susceptibles d'être là pour certains, qu'on observe pendant un certain temps. Et ça va faire que, voilà, je parlais de la ligne du centre tout à l'heure, là, tout ce qui est au nord du Texas, allant jusqu'à Dakota du Nord. On peut penser que ça va s'observer là, pendant... On entend souvent parler de redécoupage des cartes électorales. Oui, exactement. Qui peut décider ça, de faire un redécoupage? Parce que c'est toujours une question de dire, je vais redécouper en fonction que ça soit à mon avantage. Exactement. Alors là, à un moment donné, c'est la folie. Là. Ouais, on ne travaille pas pour la population, on travaille pour nos intérêts. Pour nos intérêts. Ouais, les redécoupages électoraux, effectivement, ce qu'on appelle en anglais le gerrymandering. Est-ce que c'est fréquent, ça? Oui, en fait, il y a eu quand même des changements à la carte électorale qui sont initiés par qui? C'est une bonne question. J'ai l'impression que chacun des parlements a un rôle à jouer, mais à partir du moment où un parlement d'État est majoritairement d'un parti ou de l'autre, ça peut orienter. Mais oui, ça s'est discuté encore récemment dans le cas de la Floride, dans le cas de la Géorgie. Et les démocrates qui sont majoritaires dans certains États, en Californie, on a parlé également de redécoupage, mais effectivement, là, ça pourrait donner lieu à des... et là, à un moment donné, il va falloir peut-être que la Cour suprême en vienne à, je dirais, à se prononcer sur la légalité de phénomènes comme ceux-là. Mais oui, il y a une volonté de part et d'autre d'aménager la carte électorale pour qu'elle soit favorable en vue des prochaines élections. Et puis... je vois le temps passer, Bernard. C'est passionnant, c'est intéressant comme sujet. J'ai quelques petites questions que j'aimerais pouvoir répondre rapidement. La présence de la religion, on a abordé un peu la question tantôt, mais la présence de la religion aussi forte que c'est actuellement, avec ses contradictions, est-ce que ça a toujours été aussi présent que ce l'est actuellement? Puis, est-ce que, selon toi, c'est un problème aux États-Unis d'avoir cette rigidité-là au niveau de la religieuse? Est-ce que c'est une problématique? Parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise quand ça fait notre affaire, mais à d'autres moments, on délaisse un peu. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais. Bien, d'abord, peut-être dire que la religion a toujours été très importante en l'histoire des États-Unis. Ne serait-ce que quand on regarde la fondation des premières colonies, ce sont des puritains qui sont derrière la création de colonies telles le Massachusetts, le Connecticut. C'est-à-dire des puritains, ce sont des dissidents de l'Église anglicane. Des Anglais qui estimaient qu'en Angleterre, la religion telle qu'elle était appliquée ne leur convenait pas tout à fait la manière de faire, et qui vont se dire, bien là, voilà, raison de plus pour quitter, puis recommencer une vie nouvelle dans un nouveau lieu. Alors, les premières colonies sont des créations, à bien des égards, des créations religieuses. Le Rhode Island, Roger Williams, qui était un dissident également. Alors, les premières créations, donc depuis les débuts, la religion a une importance, spécialement dans les États, dans les colonies du Nord, là, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Et cette rigidité-là n'amène pas une difficulté à évoluer?
Parce que, veut pas, la société doit évoluer, mais on a l'impression que ça, c'est pas juste typique aux Américains, mais que la religion empêche une certaine évolution et ouverture. Oui, bien là, il y a je dirais, des tendances fondamentalistes qui vont surgir tout au long de l'histoire américaine. Par fondamentalisme, j'entends ces Américains qui interprètent à la lettre là, chacun des mots de la... En fait, qui estiment qu'il ne faut pas rien changer, justement rien adapter au contenu de la Bible. Ils auront une interprétation assez rigide de la Bible. Alors, le fondamentalisme, je dirais, a existé depuis belle lurette. Et ce fondamentalisme fait que, voilà, plusieurs Américains, encore aujourd'hui, demeurent campés sur leur position, estimant que, voilà, c'est écrit dans les textes sacrés, puis on ne doit pas déroger, là... et dans les guerres culturelles dont je te parlais depuis les années 1990, alors oui, le fondamentalisme religieux, la droite religieuse, elle est convaincue d'avoir raison. Et aux antipodes, bien, on a également les milieux un peu plus libéraux qui, eux, estiment que voilà, faut être tolérant. Et puis, alors, chacun reste un petit peu campé sur ses positions, mais là où je veux en venir, c'est que la religion aux États-Unis, elle a toujours occupé une place centrale. Une place centrale. Et puis, les milieux fondamentalistes, de ceux qui en dérogent, de ceux... Ouais. Sur une autre base, l'American Dream, est-ce que c'est encore à propos en 2026? Est-ce que c'est aussi fort et puissant que ça a déjà été dans le passé? Bien, c'est sûr que l'attrait pour les États-Unis... là, prend un dur coup là, du fait de l'état actuel des choses. Hein, beaucoup de... sur la scène internationale, là, on commence à voir différemment cette nation. La démocratie américaine, là, elle en prend pour son rhume, je dirais. Là. Mais j'ai bon espoir que la situation va évoluer un jour pour le mieux. Hein, il va y avoir de nouvelles élections. Et puis, je dis pas que les clivages géographiques vont peut-être s'observer, mais déjà d'avoir quelqu'un à la tête du pays, quelqu'un d'un peu plus rassembleur, un congrès qui connaîtra une composition un petit peu différente, peut-être qu'on aura moins d'huile sur le feu qui sera jetée et déversée. Et j'ai bon espoir qu'un jour, on assistera peut-être à un certain retour à une Amérique qui est peut-être plus tolérante et qui sera mieux vue, une Amérique un peu plus internationaliste, une Amérique moins unilatérale. Et puis, j'ai bon espoir qu'il y aura sans doute avec des changements d'administration, là, qu'on pourra peut-être voir quelque chose de plus intéressant, puis redécouvrir ce pays dont l'histoire, elle est fascinante et l'histoire est tout à fait singulière. Écoute, on pourrait te réinviter à de multiples reprises pour parler. Je pense que les gens en ont eu pour leur argent avec des noms et des dates à pu finir. Si tu pouvais, comme dernière question, si tu devais expliquer en une phrase ce que sont les États-Unis en 2026 à la lumière de leur histoire, tu dirais quoi? Oh, les États-Unis actuels. À la lumière de leur histoire. Et écoute, en fait, le terme qu'on évoque depuis tout à l'heure, la polarisation, en tout cas en 2026, elle est vraiment bien implantée. Elle va sans doute durer encore un certain temps. Et la polarisation, comme je me suis efforcé de le faire à ton micro, c'est qu'elle est déjà présente dès les débuts de leur histoire. C'est une histoire donc singulière, une histoire fascinante, mais une histoire polarisée. Puis la polarisation, c'est malheureux d'une certaine façon à dire, mais on n'est pas... en fait, la devise des États-Unis, c'est E pluribus unum, en latin, qui signifie de plusieurs nations, nous ne faisons qu'un. Ça ne s'applique pas à la réalité actuelle, là. On voulait en cela, par cette devise, montrer que d'une nation d'immigrants, on a réussi à forger quelque chose là,
un espace national. Et puis là, malheureusement, c'est beaucoup moins, C'est beaucoup moins le vrai, cas. effectivement. Ouais, beaucoup moins le cas. Écoute, Bernard, c'est très intéressant. On va certainement en reparler en dehors des ondes, toi et moi, ça c'est clair. Dans mon podcast, comme tu sais, j'ai toujours pour conclure un petit volet un peu plus, un peu plus léger. Moi, tu es un prof d'histoire vraiment aguerri, ça je le sais. Puis pour les auditeurs, Bernard, c'est encore probablement le seul professeur au Québec ou au Canada, aux États-Unis, à travailler encore avec des acétates. Fait que je voulais amener ce point-là pour démontrer à quel point l'histoire, le passé, c'est vraiment en toi. Donc, j'ai un petit côté traditionnel. Je suis pas le plus techno, là, je m'en confesse, mais... un peu de Microsoft, ça ferait peut-être un peu de bien. Mais on ne me reprochera pas, on ne me reprochera jamais une absence de passion. Ça, non, ça, je pense que ça, c'est dans le très, très, très clair. Ouais. Écoute, Bernard, mon invité précédent a une question pour toi. Ah bon? Et c'est un peu dans le concept de mon émission. Martin, qui est un champion de curling. Ah bon? Oui. Okay. Qui va représenter le Québec très bientôt au Brier, le championnat canadien. Okay. A ceci comme question pour toi. Il aimerait savoir qu'est-ce qui te ferait commencer le curling, Bernard? Oh, bonne question. Je dois dire que tu m'as déjà parlé du curling parce que toi-même, tu as pris goût au curling. Tu as pris goût au curling. Qu'est-ce qui... Je dirais ce serait... écoute, des proches là, qui... peut-être plus qu'une seule personne parce que je suis un petit côté assez têtu. Mais je dirais qu'à partir du moment où on découvrirait que le curling a de bonnes vertus, je sais pas, sur la santé, les articulations. Tout à fait. Peut-être que je pourrais envisager de m'y mettre. Mais je suis conscient du fait que c'est un sport qui est très exigeant. À gratter la glace, là, balayer la glace sans arrêt, là. C'est quelque chose. Ouais. Donc, tu serais ouvert à ce que j'organise une activité? Je ne ferme pas la porte complètement. Familiale. Ouais, mais pas durant l'été. Là. Je sais qu'il y en a qui jouent à ça durant l'été. L'été, c'est pas autre chose. Non, mais durant l'hiver, là, on va se trouver un moment là, quand il va faire froid. Ça va être parfait. Bernard, j'ai toujours un petit défi. Alors, j'aimerais ça que tu me donnes un mot que je devrais placer lors de ma prochaine rencontre avec mon prochain invité. Aurais-tu un mot qu'il va falloir que je glisse? Parce que j'ai réussi mon mandat avec le mot que je vais glisser. Ah oui? C'était quel mot? Microsoft. Ah, c'était Microsoft. Je viens de régler ça. Okay. Alors, j'ai amené ça d'une façon un peu suspecte, mais c'est réussi. Alors, t'aurais-tu un défi? Puis, il y en a eu de toutes sortes. Ah oui, je sais. Je connais la formule. J'ai eu l'occasion de visionner quelques capsules. J'y ai pensé parce que je savais que tu allais m'arriver avec cette question-là. Je crois que le mot que je te propose, c'est un prénom. C'est un surnom que je te donnais à une certaine époque. Ce serait Fernand. J'en dis pas plus. Alors, voilà, c'est quelque chose que tu connais, là, mais oui, Fernand. Ouais, le prénom Fernand. Bon. Ça, c'est un des nombreux surnoms que tu m'as donné encore à ce jour. Exact. OK, alors je vais procéder, je vais m'amuser à essayer de glisser Fernand. Oui, Fernand. Ça devrait bien aller, ça devrait être pas pire. Okay. Et en terminant, quelle serait ta question pour mon prochain invité? Oh! Sans savoir, je te dis rien. Je t'en dis pas plus sur qui il est. OK. Est-ce qu'il aime les carrés aux dattes? C'est un de mes desserts préférés. J'ai l'impression que tout le monde aime les carrés aux dattes. Mais moi, je les ai découverts assez tard, par contre, parce que l'apparence, la texture, au début, ne m'inspirait pas beaucoup. Et c'est notre mère qui, à un moment donné, m'avait un peu insisté en disant essaie. Et quand j'ai goûté aux carrés aux dattes pour la première fois, là, quel bon dessert. Alors, est-ce qu'il aime les carrés aux dattes? Est-ce que c'est parmi ses desserts préférés? OK. Voilà. Je suis très heureux d'avoir eu 7 heures presque et demie avec toi. Je t'avoue, j'étais un petit peu nerveux, comme je l'ai dit tantôt. J'étais un petit peu inquiet de comment tout ça pourrait prendre forme. En tout cas, ça se termine quand même, somme toute, assez bien. Bon.
Bernard, je dois te dire là, que tu es impressionnant. Sincèrement, je suis très, très, très impressionné par les précisions, les noms, les dates. Tu fais des références absolument incroyables. Je pense que ça va être le cas de tout le monde. Ouais. En tout cas, j'ai découvert une autre personne. Ouais. Sincèrement, ça me rend quand même assez fier de voir à quel point tu es un passionné. Moi, je suis un passionné. Tu es un passionné. Ouais. Puis tu es vraiment excellent. Alors, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Frank. Et pour moi, je dois dire qu'en tant qu'historien, c'est certain que ça fait partie c'est ma vie. Et puis, les dates, oui, ça va de soi, mais je te dirais... aux dates, c'est de là que ça vient. OK, là, je viens de comprendre. Mais voilà, on dit que au niveau cognitif, c'est bon aussi de s'exercer à se rappeler des prénoms des gens. Alors moi, les prénoms, j'accorde de l'importance. Les dates, j'accorde de l'importance. Il y a des choses pour lesquelles j'ai pas du tout de mémoire. Ouais. Mais là-dessus, je dirais les prénoms, les dates, ça fait partie, je dirais, de... Ouais, en tout cas, tu as fait une belle démonstration. Merci infiniment pour ta générosité, pour ton temps. C'est grand plaisir. Puis, il y aurait effectivement d'autres sujets qu'on pourrait élaborer éventuellement. Ouais. L'invitation sera peut-être... Parler de baseball un peu. Oui, c'est une autre de mes passions, ça. Oui, puis... Quel beau sport. Quel beau sport. Je suis totalement d'accord. Mais oui, ça serait une très belle idée. Puis, l'histoire du baseball. L'histoire du baseball. Tu pourrais nous sortir des dates, puis toutes sortes d'événements, des records, des statistiques. Et convaincre les gens qui nous écoutent à quel point c'est l'un des plus beaux sports, l'un des sports les plus complets qui existent. Le baseball. Je suis très en accord avec ça. Puis c'est pas pour rien aussi que mon invité précédent, on a parlé de curling. Parce que le curling, c'est un de mes sports préférés. Un de mes nombreux sports préférés, dont fait partie le baseball. Et effectivement, moi, j'ai grandi en suivant ton sillon pour cet amour de sport. Et j'ai toujours aimé le côté stratégique du baseball, le côté statistique. C'est un sport intelligent. Absolument. C'est un sport intelligent. Sport complet, beaucoup de statistiques, mais beaucoup de stratégie. Alors, si Michel Laplante n'est pas disponible, ou Jacques Doucet, ou Roger Brulotte, moi, je me porte volontaire. Peut-être la réunion de 2-3 invités où on pourrait parler de baseball. Et pourquoi pas? Et assouvir un fantasme. Et pourquoi pas? Hey Bernard, merci infiniment pour ta présence. J'ai survécu à cette rencontre avec toi. Je vous invite à rester des nôtres pour les prochains podcasts, les Pourquoi de François. Merci à vous et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Merci.